Alors, nous allons commencer le premier webinaire d'iMind. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints nombreux pour ce premier séminaire proposé par le Centre d'excellence autisme et troubles du neurodéveloppement iMind. Et nous sommes basés à Lyon et dédiés aux problématiques de l'adulte. Alors, nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui tout d'abord Adeline Lacroix, qui est doctorante en neurosciences à l'Université de Grenoble, les personnes concernées, et Marine Dubreuc, qui est donc sage-femme, référente en parcours en périnatalité, qui exerce auprès des structures Réalise et Léane à Saint-Étienne. Avant de leur laisser la parole, quelques mots sur le déroulement de ce webinaire. Alors tout d'abord, nous allons assister à 2 présentations de 15 minutes par intervenante. Nous donnerons tout d'abord la parole à Adeline et s'en suivra un temps d'échange. Nous allons vous demander, pendant les présentations, à bien veiller de garder vos micros en position fermée. Si vous avez des questions pendant les présentations, n'hésitez pas à les poser sur le chat qui est donc présent en bas et à droite de votre écran et nous vous donnerons aussi la parole après les interventions. Finalement, ce webinaire va être enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas que votre image soit diffusée, nous vous demandons de bien vouloir couper votre caméra. Et vous pourrez très vite retrouver l'enregistrement dans son intégralité de ces 2 conférences sur notre chaîne YouTube. Voilà, bonne formation et à tout à l'heure. Eh bien, donc bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran. Hop. Et je pense que vous pouvez tous voir l'écran maintenant. C'est tout bon? Ouais. C'est tout bon, Adeline. Ok, alors c'est parti. Du coup, voilà, donc dans ce webinaire, on va poser la question de devenir parent quand on est autiste, des challenges supplémentaires. Et moi, je vais vous parler justement des challenges que peuvent rencontrer les personnes autistes lorsqu'elles veulent devenir parents. Du coup, c'est vrai qu'au départ, on a pensé à appeler ça « Quels freins rencontraient les personnes autistes lorsqu'elles voulaient devenir parents ?» Mais en réalité, les freins, ça implique un blocage qui finalement n'est pas forcément réel puisque les personnes autistes peuvent tout à fait devenir parents, sauf que le fait qu'elles soient autistes va peut-être colorer un petit peu la parentalité des personnes autistes et les questions qu'elles se posent avant même de devenir parents. Donc moi-même, je ne suis pas parent et du coup, j'ai été interrogée plusieurs personnes autistes, des femmes comme des hommes. Certains sont présents d'ailleurs parmi vous, donc ils pourront se reconnaître peut-être, sur certains challenges qu'elles pouvaient rencontrer. Alors, tout d'abord, l'autisme, ça se caractérise par certaines difficultés sociales et lorsque on est une personne autiste et qu'on veut devenir parent, il y a ces difficultés sociales qui peuvent rentrer en compte. Déjà, les difficultés en lien avec la relation de couple, puisque pour devenir parent, il faut souvent, enfin, à moins qu'on désire faire un enfant seul, mais en général, ça s'inscrit dans le cadre d'une relation de couple. Et cet homme nous dit, je n'ai pas d'avis tranché si je veux avoir des enfants ou pas. Pour cela, il faudrait déjà que je sois dans une relation de couple durable. Et c'est vrai que cet homme a quand même relativement des difficultés à trouver une compagne. Et c'est quelque chose qui peut être apporté par plusieurs personnes, donc des femmes comme des hommes, mais j'ai eu l'impression que c'était peut-être plutôt rapporté par des hommes. Et effectivement, les études nous montrent que les hommes autistes ont généralement plus de difficultés à construire une relation de couple que les femmes autistes. Donc, dans l'étude que je reporte là, mais d'autres reportent des résultats un peu similaires, la moitié des femmes autistes étaient en couple, alors que seuls 16% des hommes autistes étaient en couple.
Donc, c'est une première difficulté, un premier challenge pour les personnes autistes lorsqu'elles veulent devenir parents. Et puis, il y a des difficultés sociales qui sont plus en lien avec la parentalité. Par exemple, cet autre homme nous dit « Mon manque de sociabilité ne lui donne guère de modèle d'imitation ». Il parle de son fils. Lui, il a déjà un fils. Par ailleurs, les invitations dans des anniversaires pour jouer dépendent fortement de la sociabilité des parents, donc il n'en a pas. Il demande aussi que je joue avec lui et étant fils unique, je n'aime pas jouer. Et donc, le fait d'avoir des difficultés sociales peut interroger les parents autistes lorsqu'ils sont parents, puisque comme cet homme en parle très bien, ben, il se demande si son modèle sera le bon, etc. Alors même que je pense qu'il n'y a pas nécessairement d'inquiétude forcément à avoir à ce sujet-là, puisque l'enfant va en général pouvoir aller à l'école et développer une sociabilité par ce biais-là. Bien sûr, dans certains cas particuliers, ça ne se passera pas comme ça, mais en général, ça peut se passer comme ça. Néanmoins, ça aussi peut-être que c'est plus rapporté par les hommes et c'est vrai que de plus en plus, on met en avant que les femmes autistes ont de meilleures compétences socio-communicationnelles que les hommes autistes et que peut-être à ce niveau-là, elles se posent peut-être un petit peu moins de questions à ce niveau-là. Mais c'est vraiment juste une hypothèse puisqu'on n'a pas de données qui le montrent très clairement. En tout cas, c'est un questionnement qui peut surgir chez les personnes autistes. Ensuite, les personnes autistes, elles ont souvent des difficultés avec les changements. Elles aiment bien être dans une certaine routine. Or, lorsque on devient parent, il y a vraiment beaucoup de changements. Tout d'abord, il y a des changements qui sont typiquement, alors là, qui vont être retrouvés uniquement chez les femmes, puisqu'ils sont en lien avec la grossesse. Et donc, une jeune femme nous dit cela, elle n'a pas encore d'enfant, elle nous dit « je ne suis pas du tout prête pour ça, donc pour avoir un enfant, je pense que physiquement, je serais incapable de supporter une grossesse, quelque chose qui pousse dans moi, qui bouge sans le contrôler, sans bouton on pause, ça doit être horrible, mais je suis ouverte à la question de l'adoption ». Donc, finalement, elle a très peur des changements en lien avec son corps et tout ce que cela peut produire. Et c'est vrai qu'une grossesse, c'est un bouleversement au niveau physique, mais aussi au niveau hormonal, etc. et qui peut-être être plus compliqué à gérer pour des personnes autistes. Et puis, lorsqu'on est parent et qu'on a un enfant, on a du coup un être qui va dépendre de nous et qui va avoir des réactions parfois imprévisibles, etc. Donc là, c'est un jeune homme aussi autiste qui a été diagnostiqué assez jeune, qui ne pensait pas avoir forcément des enfants. Et puis, la vie a fait qu'il a rencontré une compagne et qu'ils ont décidé d'avoir un enfant. Et les choses se passent plutôt bien, mais il indique quand même que les quelques difficultés qu'il peut rencontrer concernent la maîtrise émotionnelle des situations et les imprévisibilités des comportements de l'enfant. Parce que l'enfant peut faire effectivement tout un tas de choses qui n'est pas prévu et il faut apprendre peut-être à gérer cela. Ensuite, les personnes autistes, elles ont des difficultés d'ordre sensoriel et beaucoup de fatigabilité qui est en lien avec ça, mais aussi en lien avec d'autres choses. Donc, ces deux femmes autistes nous disent j'ai besoin de m'isoler régulièrement, j'ai besoin de me reposer et avoir un enfant, c'est du temps plein que je ne pourrais pas assumer pleinement. Donc ça, c'est une femme qui n'a pas d'enfant et qui ne s'imagine pas pouvoir avoir des enfants, notamment parce que cela ne permettrait pas qu'elle puisse avoir des temps pour elle vraiment, enfin, selon ce qu'elle pense en tout cas, qu'elle puisse avoir des temps pour elle pour se ressourcer alors qu'elle en a vraiment besoin. C'est vrai qu'avoir un enfant, on ne peut pas dire je le prends à ce moment-là, puis je ne le prends pas à ce moment-là. Après, le fait d'être en couple peut peut-être permettre justement d'avoir des temps pour se ressourcer. Et là, c'est une autre femme de 43 ans aussi, mais qui
Elle a des enfants et elle reconnaît que c'est difficile pour l'organisation, gérer les rendez-vous, les devoirs, les cris, ne pas avoir assez de temps. Donc là, c'est vrai qu'elle axe sur donc, effectivement les aspects sensoriels, les cris, mais aussi tout ce qui est organisationnel et qui est plus en lien avec ce qu'on appelle les fonctions exécutives. C'est vrai que pour une personne autiste, c'est déjà parfois compliqué de s'organiser. On va revenir là-dessus un peu après. Et du coup, lorsqu'il y a un enfant ou des enfants en plus, ça peut être encore plus compliqué. Les difficultés sensorielles, j'ai eu l'impression qu'elles étaient davantage rapportées par les femmes, en tout cas chez les personnes que j'ai interrogées, mais je ne sais pas si on peut vraiment généraliser sur ce sujet. En tout cas, si on veut faire le parallèle avec des études récentes, il y a très peu d'études sur le sujet des différences liées au sexe sur les aspects sensoriels, mais une étude très récente a montré que les filles autistes sur une échelle sensorielle, elles avaient des scores plus élevés donc, dans le domaine auditif, dans le domaine vestibulaire et un petit peu dans le domaine du toucher. Donc, ça peut expliquer qu'elles craignent particulièrement justement les bruits, les pleurs de l'enfant, les cris du bébé, etc. Et il y a une autre étude dont je vais parler très brièvement, mais qui indique que, alors je parle de ça très brièvement parce que c'est très hypothétique. En fait, ils ont mis en avant que chez les filles autistes, et ça ne se passait pas chez les garçons autistes, l'hyperréactivité sensorielle qui était donc mesurée par une échelle corrélait avec une connectivité entre les réseaux de la science. Donc, on appelle science le fait quand un stimulus est saillant dans l'environnement, ça veut dire qu'on le remarque, quoi. C'est quelque chose qui ressort de l'environnement. Donc, entre le réseau de la science et les aires préfrontales, qui sont des aires qui vont avoir un rôle important dans le contrôle, mais aussi dans la sensation de la douleur, etc. Et du fait de cette connectivité spécifique, les auteurs supposaient que peut-être que chez les filles autistes, l'hypersensibilité sensorielle pouvait être davantage liée à un ressenti douloureux, mais aussi peut-être davantage à du contrôle. Donc là, c'était vraiment des hypothèses, mais peut-être que ça pourrait expliquer qu'on retrouve parfois des scores plus élevés chez les filles dans certaines échelles sensorielles. Et puis, les personnes autistes, parfois, elles sont en difficulté pour être autonomes. Donc, bien sûr, ça dépend de plein de choses, mais c'est quelque chose là où j'ai eu beaucoup de personnes qui ont fait un témoignage dans ce sens-là. Donc, je ne veux pas d'enfants car je ne me sens pas capable de les élever. J'ai peur de ne pas savoir les gérer, de ne pas réussir à l'accompagner correctement parce qu'on a déjà du mal avec nous-mêmes. Donc là, c'est vraiment, moi-même, je me retrouve en difficulté. Je ne vois pas comment je pourrais faire en plus avec un enfant. Donc ça, c'était des femmes. Mais les hommes témoignent exactement de la même chose. Je pourrais avoir peur de l'engagement que cela implique, de ne pas savoir m'occuper de l'enfant. Et le dernier homme nous dit, j'ai toujours désiré avoir un enfant, mais j'avais peur de ne pas savoir m'en occuper. J'avais peur que qu'avec mon autonomie que je trouve moyenne, il ne puisse pas trouver d'aide. Et j'avais aussi peur de me focaliser sur mes intérêts avant lui. Donc, malgré mon désir d'enfant, je n'étais pas rassurée tout cela. Et donc là, il y a vraiment un peu un sentiment d'inaptitude, mais qui est parfois une auto-stigmatisation, enfin une stigmatisation peut-être liée à l'image qu'on leur a renvoyée aussi au cours de leur vie, en leur disant qu'ils n'étaient pas capables de faire ceci ou cela. Et puis après, il y a ce dont je parlais juste avant, vraiment l'aspect fonction exécutive où c'est difficile de s'organiser, etc. Donc, si on ne peut pas s'organiser déjà pour nous-mêmes ou si c'est compliqué, ça nous demande beaucoup d'efforts, c'est encore plus compliqué de le faire pour un enfant, mais on verra peut-être après que voilà, il y a des solutions.
par contre, c'est quelque chose, c'est un sentiment qui est très présent et qui engendre une autre crainte ensuite, c'est que le fait aussi peut-être les personnes autistes en général trouvent des solutions et ça va bien se passer, mais peut-être que leur manière d'être parent peut parfois différer un petit peu par rapport aux autres parents, et ce qui va générer, et ça aussi c'est quelque chose qui est ressorti beaucoup, une crainte des services sociaux, parce que justement, il y a une stigmatisation de ces parents autistes qui agissent un petit peu différemment avec leur enfant. Donc, pas que lié à l'organisation, hein, mais peut-être aussi lié au fait, comme on le voyait tout à l'heure, au fait que l'enfant, que le parent n'a pas une sociabilité très, très forte. Donc, ça peut aussi inquiéter les services sociaux ou sa manière de se comporter. Est-ce que le parent va prendre beaucoup l'enfant dans ses bras, ou etc. Enfin, tout va être scruté voilà, ça a généré parfois certaines situations assez dramatiques dans certaines familles où des enfants ont pu être retirés à leurs parents, mais ça génère surtout une grande crainte pour les parents autistes. Et donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il est nécessaire de travailler. On le reverra plus tard. Et enfin, alors là, c'est plus un challenge, mais peut-être vraiment un frein. C'est des raisons assez pragmatiques pour lesquelles certaines personnes autistes ne veulent pas devenir parents. Donc d'abord exogènes, parce que certaines personnes vont dire je ne veux pas d'enfant car je pense que l'être humain doit, pour le bien de ce monde, cesser de se reproduire. Donc en lien avec la surpopulation. Et au regard du monde dans lequel on vit et de sa dégradation actuelle, je trouve qu'il n'est pas très altruiste de faire des enfants. Qu'avons-nous à leur offrir comme planète? Donc vraiment, c'est en lien avec toutes les problématiques environnementales, etc., ou des personnes autistes de manière très pragmatique, mais je pense que ça peut arriver aussi chez des personnes non autistes, hein, ce n'est pas forcément spécifique, vont se demander, vont s'interroger sur ce sujet-là avant de se faire des enfants. Et puis, il y a des raisons plus intrinsèques. Le fait, par exemple, d'avoir déjà soi-même un handicap, voire des fois plusieurs handicaps, la personne peut craindre d'avoir des enfants puisqu'elle va craindre de transmettre son handicap à son enfant. Alors, si on fait le point sur la littérature scientifique sur le sujet, en gros, il y en a pas beaucoup, mais on retrouve, dans les quelques études qui ont été menées sur le sujet, on retrouve finalement les propos qui nous ont été rapportés par les personnes que j'ai interrogées. Donc, par rapport au non-désir d'enfant, il y a aussi tout l'aspect où la personne a peur de ne pas avoir forcément d'instinct maternel, comme déjà la personne peut avoir un instinct social pas forcément très développé. Mais donc ça peut être une crainte avant d'avoir un enfant, mais ce qui en général, enfin la nature est bien faite, hein, tous les mécanismes, on va dire, hormonaux qui se déroulent pendant la grossesse et à la naissance qui favorisent l'attachement se font de la même manière chez les personnes autistes. Ils ont peur aussi, enfin la parentalité peut être perçue comme une expérience très stressante, donc ils ont peur de ça. Et puis, ils ont peur de ne pas savoir s'adapter à l'arrivée d'un enfant au niveau du bruit, du manque de sommeil, du changement des routines, comme on l'a vu. Et puis, il y a les craintes pour l'enfant, donc tout ce qui est la question de l'hérédité de l'autisme et éventuellement d'autres conditions que la personne pourra avoir. Et il y a les craintes aussi que l'enfant puisse être confronté vraiment aux difficultés qu'a rencontré la personne elle-même autiste, et donc la peur de ne pas savoir s'occuper correctement de l'enfant. Et puis, comme autre considération, il y a aussi tous les facteurs psychosociaux. Donc, on a vu la situation maritale, c'est effectivement une problématique de base, mais il y a aussi l'emploi, les ressources financières, parce qu'on sait que les personnes autistes sont généralement moins employées que les personnes non autistes et peuvent se retrouver assez facilement dans des situations précaires. Et effectivement, pouvoir assurer les besoins matériels de l'enfant, c'est aussi une considération que les personnes autistes prennent en compte. Et puis, elles peuvent craindre d'avoir
certaines complications, parfois psychiatriques, donc dépression, anxiété, en lien avec l'arrivée de cet enfant ou obstétrique. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, la question de la stigmatisation. Donc là, ce que j'ai indiqué pour l'instant, c'était surtout les challenges rencontrés, les craintes, etc. Mais on va voir que, en fait, il peut y avoir tout un tas de solutions par rapport à cette challenge. Et c'est maintenant Marine qui va vous parler de ça. Donc moi, je vais arrêter de partager mon écran, comme ça Marine pourra reprendre la suite. Oui, merci beaucoup Adeline. Je vais repartager mon écran. Donc, comme disait Adeline, là, je vais vous parler plus de ce qui est un petit peu du soutien des personnes autistes qui souhaitent devenir parents. Alors, du coup, on peut se poser la question finalement sur quoi on va les soutenir, sur quelles problématiques. Donc, comme l'a très bien dit Adeline, ce n'est pas sur des problématiques de compétences parentales, vu que les parents autistes ont largement les mêmes compétences que les parents non autistes. Ça va être plus de l'accompagnement par rapport aux troubles associés, puisque les personnes, les mères autistes principalement, ont un risque augmenté de dépression périnatale, donc dépression pendant ou après la grossesse, et puis aussi ce qu'on disait, une augmentation des risques obstétricaux et ou néonataux, donc par exemple plus de prééclampsie, qui est de l'hypertension pendant la grossesse, plus de risques d'accouchement prématuré. Et puis aussi accompagner, et surtout accompagner dans ce qui peut parfois être apporté comme le plus difficile par les personnes, c'est-à-dire la communication avec les professionnels de périnatalité. C'est souvent décrit par les femmes interrogées comme une expérience vraiment très stressante, avec notamment des difficultés à exprimer, par exemple, ses ressentis, par exemple tout ce qui va être stress, douleur pendant un examen gynécologique ou un accouchement, ou des choses comme ça, mais aussi une hésitation à divulguer son diagnostic d'autisme par peur de la stigmatisation. Et c'est parfois malheureusement une peur qui est justifiée, puisqu'il y a aussi beaucoup de femmes qui rapportent ne pas... Alors, les études sont plus sur c'est pour ça que je parle majoritairement de femmes, parce que les études se rapportent plus aux mères autistes. Il n'y a pas d'études, à ma connaissance en tout cas, sur les pères autistes. Voilà. Donc là, on en était... alors, je vais essayer d'enlever parce que du coup, j'ai la bande de... Voilà. Donc, voilà. Donc, on avait vu les troubles associés, la partie gauche de l'écran, pour moi en tout cas, ou je ne sais pas dans quel sens ça se projette. Voilà, donc on a été à la communication avec les professionnels. Donc, ce que je disais, effectivement, donc que la littérature était majoritairement au sujet des femmes. Donc, les femmes interrogées dans la littérature souvent rapportaient le sentiment de ne pas être prises au sérieux quand elles parlaient, par exemple, notamment les mamans d'enfants autistes, quand elles essayaient d'expliquer le trouble aux professionnels ou autres professionnels qui pouvaient accompagner l'enfant, elles ne se sentaient pas crues et elles pouvaient aussi rapporter le sentiment d'être jugées dans leur capacité parentale. Donc là, je vous ai mis un petit extrait d'une personne que moi j'avais accompagnée qui disait aux urgences, quand ils savent que je suis autiste, ils font « Oh, bah, c'est pas grave ». Ils ne prennent plus du tout en compte ce qu'on peut dire. Donc, c'était une femme qui était enceinte. Et c'est à cause du stress. C'est tout à cause du stress. Donc, on n'est pas pris au sérieux non plus. Donc, c'est compliqué à gérer. Alors, du coup, je ne sais pas du tout si ça devrait être marqué ou pas. Donc, le diagnostic dans son dossier. Voilà, c'est un petit peu ce que peuvent rapporter les femmes où finalement, ce diagnostic d'autisme prend le dessus sur tout et les professionnels se centrent là-dessus et regardent plus ce qu'il y a autour. Donc, finalement, comment est-ce qu'on accompagne ? Alors, déjà, on en parle du désir d'enfant chez les hommes ou chez les femmes, peu importe, mais voilà, déjà, interroger systématiquement ce désir ou ce non-désir d'enfant. Interroger aussi les facteurs qui influencent la décision dans un sens ou dans l'autre. Et ça passe par l'éducation thérapeutique, par exemple par un bilan éducatif partagé. En fait, c'est faire la liste des ressources de la personne, de ses craintes, de ses besoins par rapport à ses projets. Des interventions qui peuvent être, par exemple, de la paire-aidance, des interventions qui peuvent être en individuel, qui peuvent être avec le conjoint, si la personne ou la conjointe, ou en groupe. Le désir d'enfant, c'est déjà l'aborder, savoir un petit peu si c'est un non-désir d'enfant
ou si c'est un renoncement à un désir d'enfant qui pourrait être quelque chose d'important pour la personne, quelque chose qui va de son bien-être et de son épanouissement, mais pour laquelle elle ne se sent pas prête et du coup elle y renonce. Et puis, si c'est vraiment effectivement un non-désir d'enfant, bah aussi comment parfois l'expliquer à son partenaire ou à ses proches, ou son partenaire ou sa partenaire, ou à ses proches, parce que on vit dans une société où faire des enfants, c'est un peu la règle, donc c'est vrai que des fois, ce n'est pas toujours compris par les proches ou autres. Accompagner, ça passe aussi par la prise en compte des particularités liées à l'autisme. Donc, ça peut être ce que disait Adeline, les hypersensibilités, les besoins anticipés aussi, un petit peu les gestes d'explication. Quand vous avez une dame, par exemple, en tant que sage-femme, une dame en salle d'accouchement où on va faire des examens réguliers, etc., c'est un petit peu expliquer le déroulement de ce qui, alors autant qu'on peut, mais le déroulement de ce qui va se passer. Prendre en compte aussi les possibles antécédents de violence qui sont malheureusement augmentés chez les personnes autistes. Alors pas chez tout le monde, heureusement, mais il y a quand même plus de violences retrouvées chez les personnes autistes. Donc les prendre aussi en compte, par exemple pour un examen gynéco ou autre. Et puis ce qu'on a dit, prendre aussi en compte les possibles difficultés de communication entre la personne et les professionnels dans un sens ou dans l'autre, pour que tout le monde puisse aller dans le même sens. Comme pour toute personne aussi, c'est la décision médicale partagée, c'est-à-dire le choix de la personne sur les actions à mettre en place pendant l'accompagnement. Ça peut passer par exemple par des outils de décision médicale partagée, comme le plan d'action partagé pendant la période des 1000 premiers jours. Donc les 1000 premiers jours, ça va de la période préconceptionnelle jusqu'aux 2 ans de l'enfant. En fait, le but, c'est d'anticiper un petit peu tout ce qui pourrait stresser la personne, tout ce qui pourrait être compliqué pour la personne, pour justement lister les ressources et savoir comment anticiper ces facteurs de stress. Et puis, c'est aussi réfléchir avec la personne si elle souhaite ou non divulguer son diagnostic, et si oui, dans quel but, de quelle façon et comment. Et puis encore, comme toute personne, c'est des interventions qui sont basées sur les forces. Donc, ça peut être du case management, se baser sur les ressources personnelles de la personne, sur les compétences liées au TSA. Donc, souvent, c'est des personnes qui peuvent avoir un bon sens de l'organisation, qui peuvent avoir un sens de l'observation qui peut être très bon, qui peuvent avoir une anticipation aussi dans tout ce qui va être, par exemple, après l'arrivée de l'enfant, la reprise du travail, la garde de l'enfant, les choses comme ça. Voilà, donc vraiment, c'est des compétences qui sont de bonnes compétences parentales et qui aident beaucoup. La mise en place d'un réseau de soutien. Et puis, des interventions aussi thérapeutiques, dont par exemple de la pérédance, de l'éducation thérapeutique, la gestion du stress, la régulation des émotions. Et puis, c'est aussi accompagner, mais c'est surtout déstigmatiser. Alors ça passe par la sensibilisation aussi des professionnels de périnatalité sur l'autisme, ou ça peut être aussi les professionnels de l'éducation nationale, tout type de professionnels. C'est aussi discuter du décalage potentiel avec eux qui peut se produire par rapport aux attendus sociaux des professionnels, c'est-à-dire entre ce que va exprimer la personne et ce que le professionnel aurait attendu que la personne exprime. Par exemple, moi, j'avais accompagné une jeune maman qui venait d'accoucher. On me disait, voilà, elle n'a pas exprimé de joie à la naissance de son enfant. Est-ce que vraiment elle est contente d'avoir ce bébé? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, en reprenant avec la personne, elle me dit, je ne connais pas les professionnels, alors pourquoi je vais aller exprimer ma joie avec des gens que je ne connais pas? Je vais la garder pour moi, je vais l'exprimer avec mon conjoint, avec mon enfant, mais le professionnel, la sage-femme, je l'ai vue une fois pour l'accouchement, je ne vais pas la revoir après, je ne vois pas pourquoi. Voilà, c'est un petit peu traduire. Et puis aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi discuter du décalage entre les émotions exprimées et les émotions ressenties. Vous pouvez avoir des personnes qui vont exprimer par exemple la douleur, mais pas de façon qu'on aurait attendu, avec un visage crispé, fermé, vraiment avec un air pas bien, mais peut-être avec un visage un peu figé, ou peut-être avec peut-être un sourire aussi, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont pas mal, ça veut dire simplement qu'elles ne vont pas l'exprimer de la même façon. Donc expliquer ça aussi aux professionnels pour faciliter la communication avec la personne. Et puis, c'est aussi travailler beaucoup en réseau. Donc, c'est une prise en charge conjointe avec les professionnels de périnatalité, avec tout autre professionnel qui entoure la personne, et puis surtout avec la personne concernée au centre de sa prise en charge
pour que ce soit elle vraiment qui décide dans quel sens on va et de ce qu'on fait. Donc, pour résumer un petit peu, finalement, si on voulait faire un take-home message de l'accompagnement, déjà, c'est savoir qu'il n'y a pas un parent autiste, mais il y a autant de parents autistes que de personnes différentes, que de parents différents. Donc, il y a une hétérogénéité. Il y en a qui vont avoir besoin peut-être d'une aide sur certains points. Il y en a qui n'auront pas besoin. Peut-être que parmi vous, il y a des parents qui n'ont jamais eu besoin d'aide et qui se sont très bien débrouillés. Peut-être, mais ça, j'ai envie de dire, c'est aussi comme pour tout parent, finalement. Donc, si on doit retenir par rapport au désir d'enfant, c'est en parler déjà et aussi accompagner le non-désir d'enfant. Il ne faut pas l'oublier. Pendant la grossesse, c'est la décision médicale partagée, c'est la prise en charge coordonnée, le travail en réseau et c'est prendre aussi en compte et s'appuyer sur les particularités liées au TSA, qu'elles soient comme les hypersensibilités plutôt gênantes pour la personne ou par exemple une capacité à pouvoir anticiper, etc., qui sont des atouts pour la personne. Et puis pendant la parentalité, c'est ce qu'on a dit, un parent autiste, c'est un parent comme un autre. Y compris pour ce qui est des compétences parentales, donc il peut avoir les mêmes difficultés, par exemple avec son adolescent, que n'importe quel parent, avec la gestion des nuits pour un nouveau-né, que n'importe quel parent. C'est aussi déstigmatisé auprès des professionnels qui accompagnent de la périnatalité ou de la petite enfance, et puis former aussi les professionnels au champ de l'autisme pour connaître un petit peu ce monde-là et pouvoir répondre au mieux aux besoins de la personne. Voilà, et je vous remercie de votre attention. Et là, vous aviez la bibliographie pour les personnes qui souhaiteraient la voir. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Adeline et Marine pour ces deux exposés qui étaient très complémentaires et très clairs.